9 tonnes. Encore une fois, une ligne métrique. Mais aussi, une troisième possibilité, certes plus onéreuse, mais plus importante, qui sera un véritable défi pour l'avenir. Ce sera une ligne standard pour être dans les standards, justement, aujourd'hui internationaux. Une ligne standard, c'est-à-dire avec un écartement de 1,4 mètres, 4,25 mètres. Mais cette ligne quittera donc Dakar jusqu'à Kidira sur environ 600 km avec une charge à l'essieu qui sera portée jusqu'à 22 tonnes 50. Une charge à l'essieu de 22 tonnes 50 qui se justifie par les matières lourdes, pondéreuses, qui devront être transportées sur cette ligne, tels que les minerais du sud-est du Sénégal, vers Kédougou, vers la Faléa, mais aussi qui se justifie par le trafic sénégalais interne, mais aussi par le trafic malien. Qui connaît bien l'écosystème du transport au Sénégal, c'est que c'est pratiquement 1000 camions qui font la route Dakar-Kidira-Bamako par jour. Ce qui fait que nos infrastructures routières sont extrêmement sollicitées et leur durabilité est remise en question. Il va sans dire qu'en réalisant une ligne ferroviaire entre Dakar et Kidira, c'est autant de trafic sur les routes qui seront déportés sur la voie ferroviaire. Ce sera un gain pour tout le monde. Je termine très rapidement par la question de la mobilité. Le DG du CETUD, M. Tcherno Brahim Aou, vous en a fait certainement hier l'exposé. Aujourd'hui, il est prêt à recevoir les entreprises qui seront intéressées par des projets de mobilité, notamment dans cette ville de Dakar qui en a fort besoin, des projets de mobilité pour certainement une continuation du BRT, mais vous avez dû parler aussi de votre programme de restructuration des transports en commun dans la région de Dakar et accessoirement dans la région de Thiès. Tout cela, je voulais le présenter. En résumé, Madame Fall, c'est pour inviter les entreprises anglaises à 3 sessions B2B, une session sur les infrastructures routières, où nous pourrons aller plus loin dans les exposés, dans les échanges, une session sur les transports ferroviaires, sur le chemin de fer, et enfin une 3e session sur la mobilité et les transports terrestres. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Sagna. Quand est-ce qu'auront lieu ces sessions? Donc, nous partagerons les détails, date et heure, pour être sûr que vous y soyez. Je tiens à nouveau à remercier et saluer la présence du directeur général de l'APIX, Monsieur Baldé. Nous savons que vous êtes très occupé. Merci énormément de votre présence et de votre disponibilité. Je vais à présent demander à notre ambassadrice de Grande-Bretagne, Her Majesty's the Ambassadors Julian John, à nous rejoindre pour un discours, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Hello, bonjour, salam alaikum. Excellence, Monsieur le secrétaire général du ministère des Infrastructures et du Transport, Excellence, Monsieur le directeur général de l'APIX, Dear John, there you are, Dear John, His Majesty's Trade Commissioner for Africa, Excellences, Messieurs et Mesdames les représentants des ministères du gouvernement du Sénégal, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome, bienvenue, Dalen ak Jam, à ce side event au forum Invest in Senegal qu'on a co-organisé avec le ministère des Infrastructures et l'APIX. C'est vraiment un honneur pour moi de vous adresser aujourd'hui et à ce premier forum Invest in Senegal.
Le Royaume-Uni est vraiment très fier d'être un des partenaires institutionnels de ce forum. Et à travers notre programme Manufacturing Africa, ça fait plusieurs mois, n'est-ce pas, que nous travaillons de près avec l'APIX pour le préparer. Et je dois dire que vraiment, ces deux dernières journées, et l'énergie et l'enthousiasme et le buzz, comme on dit en anglais, ça a vraiment été un plaisir de voir ça. Et vraiment, félicitations à vous et à vos équipes pour cet merveilleux événement. Je vais parler en français et en anglais. Je vais voir si ça marche, parce que je suis consciente que nous avons des représentants qui parlent les deux langues aujourd'hui. Donc, permettez-moi de passer à l'anglais. So we're really happy to be represented at this inaugural Invest in Senegal Forum by a very strong delegation, headed by His Majesty's Trade Commissioner, but also including over 20 companies and many representatives from our export and development finance institutions like UK Export Finance, that has already been mentioned, but also British International Investment, which is our private sector arm, and the Private Infrastructure Development Group, which is funded 70% by the UK. Thank you, and also by representatives of Manufacturing Africa. Thank you very much for being here today, and for those of you that have come to Senegal, thank you for making the trip. The UK's ambition is to be a quality investor, and by that we mean a respectful, ethical, and reliable partner to support Senegal on its road to émergence by 2035. Nous essayons aussi d'être le plus flexible et le plus responsive possible. Donc j'ai bien noté votre encouragement par rapport à le projet dont nous partageons cette ambition, le projet PSD. Et j'espère que d'ici la fin du mois, nous aurons une délégation qui viendra pour faire avancer ce projet. Mais sachez que nous sommes entièrement disposés et ambitieux par rapport à ce projet. Et vous avez vraiment magnifiquement expliqué l'importance de ce projet pour tous les Sénégalais et les Sénégalaises. Et nous partageons cette ambition. I think it has been already well said over these last few days how the relationship, the partnership between the UK and Senegal is in full expansion. And the economic partnership that we're discussing today is really at the heart of that partnership. And I'm looking forward to discussing today, to hearing your views and your recommendations as to how we can continue to deepen that partnership and take it even further. Monsieur le secrétaire général and John have already set out over these last few days very well the main areas and the priority projects of our partnership. So I'm not going to do that again. You'll be happy to hear. What I do want to talk to you today, and what I'm delighted to announce, is that the Senegal has been chosen as a priority partner country for the UK for our new British investment partnership. Donc je suis vraiment très merci beaucoup. Je suis très honorée d'annoncer aujourd'hui que le Sénégal a été choisi comme un pays partenaire prioritaire pour notre nouveau partenariat d'investissement britannique. So what is that? Let me tell you a bit more about it. So British Investment Partnerships, or BIP for short, is the UK's new offer to deliver clean and reliable investment into infrastructure and other sectors. It aims to mobilize private finance to create green jobs, to build resilient infrastructure, to reduce emissions, and to boost trade, to support the right investments in the right environment with the right financial instruments, to de-risk and to deliver high-impact investments. It brings together three elements. Firstly, finance, delivered and structured to meet the financing needs of our partner countries. Secondly, expertise,
delivered in a flexible and demand-driven way. This is about partnership, after all, which unblocks project pipelines and enables high-impact investments. And thirdly, partnership, working with a network of government, but also private sector partners to build a comprehensive and collective offer. So many of our BIP partners are here today. Some of them you know very well. I've mentioned them already: UK Export Finance, BII, PIDGE. All of them are already investing in key infrastructure projects, key infrastructure and energy projects here in Senegal, or are about to. There are, however, other tools that are new. So in particular, I want to tell you that we will be providing £1 million, or 770 million francs CFA, of new UK technical expertise focused on green and inclusive growth and on trade. Donc je suis aussi très heureuse de vous dire que nous allons accompagner le Sénégal avec 1 million d'assistance technique, 1 million de livres sterling, donc 770 millions de francs CFA, pour appuyer la croissance économique verte et inclusive et le commerce. So to support the government's objective of bringing about a structural transformation of the economy, we will work in partnership with the private sector to do 4 things. Firstly, promote foreign direct investment in the manufacturing sector. That is what our Manufacturing Africa program does. Secondly, promote innovation in the circular economy and in waste management. Thirdly, boost Senegalese exports to the UK. And finally, support Senegal with its energy transition and climate resilience to deliver the new Just Energy Transition Partnership that was signed between the G7 and Senegal only a few weeks ago, and which His Excellency, Monsieur le Président, mentioned yesterday. So we very much look forward to working in partnership with all of you to support Senegal's, well, le Plan Sénégal émergent et le PAP 3A. We are very committed to deepening the bilateral relationship between our two countries and to creating new opportunities and a prosperous future for both our countries. Thank you very much. Merci beaucoup. Jërëjëf. Thank you so much. C'était une allocution de l'ambassadrice de Grande-Bretagne. J'en profite pour remercier Monsieur le directeur général de la PIX, Monsieur Baldé. Je sais que vous avez d'autres engagements, donc merci de votre présence. Nous allons continuer cette session avec un panel qui sera divisé en 2 parties. La première partie sera consacrée à montrer les grands projets, les grandes opportunités que le Sénégal a à ouvrir en termes de projets d'infrastructures, mais aussi sur d'autres domaines. Et nous aurons ensuite la réponse britannique. Et, cette délégation pourra nous montrer et nous expliquer plus en détail quelle est leur offre et comment est-ce que nous pouvons supporter ensemble le développement de ces grands projets d'infrastructures que nous avons pour le Sénégal. Donc, je vais appeler à nouveau M. Sagna pour me rejoindre sur ce panel. Merci de me rejoindre, s'il vous plaît. J'aurai aussi à mes côtés le ministère de l'économie, du budget, de la planification et de la coopération, M. Diagne. Et je suis aussi ravie d'avoir avec nous un représentant de la PIX, M. Lamine Ba, que je n'aperçois pas. Il arrive, parfait. Merci d'être avec moi sur ce panel.
nous avons pu le voir, surtout hier, avec ces vidéos très excitantes que nous avons réussi à mettre avec l'APIX concernant tous les développements. On est tous d'accord que le visage de ce pays a énormément changé ces 10 dernières années. Ceci montre un vrai dynamisme au niveau de l'économie, au niveau de comment est-ce que nous traitons les infrastructures, comment nous les concevons, mais surtout comment nous arrivons à lever des fonds pour pouvoir financer ces projets. Ce que j'aimerais aujourd'hui faire de manière à présenter ce que nous, au Sénégal, notre vision, ce que nous avons déjà fait, mais aussi en termes de vision, où est-ce que nous allons en termes d'infrastructure, comment nous pensons y aller sur des ministères sectoriels, mais aussi des agences comme l'APIX qui supportent tous ces grands projets que nous voyons, comme le TER, comme le BRT, vous avez vu le voir, tous ces milliards d'investissements que nous avons réussi à faire. Je vais commencer par vous, Lamine. En termes de grands projets, en ce moment, sur lesquels l'APIX a une grande visibilité, a une marge de manœuvre, est-ce que vous pouvez déjà nous brosser quelles sont les grandes directions et on va dire, dans un monde idéal, dans cette salle, nous avons des partenaires britanniques qui voudraient les financer. Quels sont exactement les besoins que vous avez et la manière de procéder pour pouvoir accomplir ces gros projets d'investissement? Permettez-moi d'abord, au nom, parce que je prends le relais du directeur général, de remercier les officiels britanniques pour la co-organisation avec le ministère en charge des infrastructures de ce side event. Je pense hier, l'objet un peu de la première session, et c'était un peu la déclinaison à la fois par le président de la République, comme vous avez dit, tout ce qui a été bâti en termes de vision de développement du Sénégal vers l'émergence avec un certain nombre de piliers. Parce que quand on parle de transformation structurelle, il y a le mot à son sens. Je pense qu'on a ce pilier transformation structurelle, on a le pilier capital humain, on a l'autre pilier qui prend tout ce qui est stabilité, cohérence avec les règles mondiales en termes d'environnement, en termes de protection sociale. Donc si vous regardez aujourd'hui, nos priorités sont un peu classées sur ces trois grands ensembles. Et si vous regardez, quand on a commencé le plan Sénégal émergent, c'est ce qui était projeté, on était dans la mise à niveau infrastructurelle. Et les opportunités se sont décrites au début quand on les décrivait en termes de nombre de kilomètres de route à faire. Je pense que ça, on en a fait assez. Il fallait donner des signaux forts sur la question autoroutière. Par exemple, dans la deuxième phase, on a développé les transports de masse. Je pense hier, ça a fait l'objet d'un débat. Il y a eu toute cette problématique de désenclavement, c'est-à-dire tout ce qui est ouvrage de désenclavement, le ministère des Infrastructures y reviendra, mais aussi d'amélioration d'accès. Ouvrage de désenclavement par rapport à nos États, les États qui prolongent notre marché. L'accessibilité via l'Afrique par le nord avec le pont de Rosso, ça c'est quelque chose d'important. Et on a aussi dans cette zone toute une possibilité de développement en termes d'infrastructures, que ce soit routière, connectivité, stockage. Donc, toutes les entreprises UK qui ont de la compétence ou qui peuvent aller dans ces aspects-là, nous avons beaucoup de priorités. Surtout que si vous regardez l'agriculture, il y a des priorités en termes de production, mais il y a beaucoup de priorités en termes d'infrastructures, de stockage, d'entreposage. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. Tout ce qui est l'hydraulique, aujourd'hui, des investissements sont faits en général dans les grandes traversées. Il y a des possibilités d'investissement direct dans tout ce qui est lié dans le last mile. Et ça, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui sur lesquels nous sommes assez ouverts. Il y a des possibilités de construction de lignes d'électricité. Il y a des possibilités de construction de salles de classe en PPP. Il y a aussi des possibilités d'amélioration de points d'eau. Donc, tout ce qui est infrastructure d'accès, infrastructure de connectivité, dans le secteur d'éthique, aujourd'hui la vision est claire, c'est aller dans des modèles allégés de joint venture ou de partenariat public-privé. Je pense que mon collègue du ministère de l'économie pourra en revenir sur la modalité pour permettre de livrer rapidement et d'améliorer le confort. Merci beaucoup, Lamine. C'était très, très clair. Donc, j'aimerais aussi rappeler à la délégation britannique
que nous avons une représentation intéressée par l'infrastructure, mais pas que. Donc, il y a beaucoup de possibilités de partenariat que nous pouvons tisser. Et je vais me permettre de rappeler ce que Son Excellence, le président Macky Sall, a dit hier. Les procédures pour faire un PPP, pour faire des partenariats, pour investir au Sénégal sont vraiment allégées. Et je pense que la PIX est toujours le point d'entrée pour tous ces partenaires étrangers qui aimeraient s'établir et qui aimeraient investir dans ce pays. Je vais me tourner vers M. Sagna. Nous avons beaucoup parlé des transports de masse. Et je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre en ce moment, vu qu'on considère la position géographique du Sénégal. Et comment c'est un relais pour tous ces pays de la sous-région. Nous avons bien entendu lors de votre discours les projets et tout ce qui est à faire. Quelle est aujourd'hui, si vous avez, on va dire, 3 priorités que l'on devrait supporter aujourd'hui avec un investissement privé étranger, quelles seraient ces 3 priorités pour vous aujourd'hui? Je sais que, bon, on a un long chemin à faire, mais si on devrait commencer par 3 steps, lesquels seraient pour vous? Merci, madame, pour cette question difficile. Parce que vous nous demandez de lire 3 priorités au moment où j'allais dire que tout est prioritaire. Mais je vais me plier à l'exercice. Alors, il est évident que la région de Dakar est une particularité. Peut-être même, je vais parler du triangle Dakar-Thiès-Mbour, qui est une zone forte de croissance attendue. Et pour répondre à cette problématique de développement du dit triangle, il est évident qu'il faut trouver des solutions innovantes pour les transports. Si vous avez remarqué, nous avons de ce point de vue reconfiguré le conseil exécutif des transports urbains de Dakar ancien pour qu'il devienne le conseil exécutif des transports urbains durables. Le mot a son importance. Alors, il faut donc, après le BRT, je l'ai dit tout à l'heure, repenser à d'autres projets qui permettent de mieux assurer la mobilité à Dakar. Parce que le coût de la congestion est extrêmement élevé dans la région de Dakar. Donc, certainement, le BRT ira vers une autre phase, parce que nous attendons tous qu'il soit livré en fin décembre. Mais, pour continuer avec la PIX, aujourd'hui, on est en train de réaliser le TER, deuxième phase, entre Diamniadio et l'aéroport international Blaise Diagne. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, déjà, nous travaillons sur la 3e phase du TER, 3e phase qui permettra de relier les villes de Thiès et plus tard certainement la ville de Mbour. Ça, c'est, à mon sens, une priorité. Une autre priorité, je reviens à la question encore du désenclavement du pays. C'est la continuation de l'effort gigantesque que l'État du Sénégal a commis pour réaliser des routes partout dans le Sénégal. Ce n'est pas suffisant, il faut continuer. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé du PSD, deuxième phase, qui devra venir continuer l'effort qui est aujourd'hui en train d'être fait. Et que quand je parle de PSD, il y a la question des ouvrages de franchissement, des ponts. Vous connaissez certainement le programme Zéro Bac, dont le rôle a été de remplacer les bacs pour mettre en place des ponts. Beaucoup de ponts ont été réalisés partout dans le pays. En vrac, pour citer, je parlerai du pont de Foundiougne, du pont de Marsassoum, M. Ba a parlé du pont de Rosso. Et il y a évidemment le pont de Farafenni, ouvrage majeur qui permet de relier le sud du pays avec le reste.
nous allons continuer les ponts. Et tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai parlé des ponts de Ziguinchor, second pont de Saint-Louis, et du pont que le chef de l'État a promis dans la région de Sédhiou, le pont de Temento, pour désenclaver le département de Goudomp. Sur le secteur toujours des routes, il est évident que l'effort que nous sommes en train de réaliser en matière d'autoroute, nous allons le continuer. Aujourd'hui, vous avez l'autoroute de Dakar jusqu'à Mbour, qu'on est en train de continuer jusqu'à Kaolack, et qui devra être continuée jusqu'à Tambacounda. Vous avez l'autoroute qui est bientôt lancée, dont les travaux, et ça aussi je magnifie les projets type PPP, pour faire l'autoroute de Dakar à Saint-Louis. Vous voyez, en matière de route, il y a de grands efforts. Mais je vais m'en arrêter là pour le troisième projet prioritaire, je le répète, pour nous, parce que c'est ça la stratégie de transport. Pour s'inscrire dans la durabilité, pour avoir moins de véhicules sur les routes et plus de wagons sur les rails. J'ai parlé du projet de reconstruction de la ligne ferroviaire entre Dakar, Tambacounda et Kidira, dans la suite de ce que le chef de l'État a fait pour rénover le chemin de fer au Sénégal avec le TER. Il y a donc le projet pour aller à Kidira avec le standard, mais cela est un changement remarquable de paradigme. Parce que nous avons décidé de remettre le rail au centre des politiques de transport au Sénégal. Ce qui n'était pas le cas il n'y a pas longtemps. C'est important parce que le rail, ça permet de transporter du pondéreux et la revitalisation du rail permet de faire revivre ces villes qui sont traversées. De Dakar à Tambacounda, vous avez toutes ces villes qui sont nées et qui ont vécu grâce au rail. Je pense à des villes comme Tamba, comme Koumpentoum, comme Kidira même, comme Koungheul, etc., Guinguinéo et autres. Ce sont des villes qui se sont développées autour et à travers le rail. Merci. Merci beaucoup, M. Sagna. Donc, nous sommes d'accord pour dire qu'un pays qui réussit le transport de masse et la mobilité, c'est des points en plus sur son PIB. Que les personnes, les travailleurs et les biens puissent bouger à l'intérieur du pays, aussi à l'extérieur du pays, c'est un élément clé pour le développement économique du Sénégal. Merci énormément pour cette contribution. Je vais me tourner à présent vers le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, qui est aussi un point d'entrée pour tous nos partenaires étrangers, spécialement pour ceux qui sont intéressés par les PPP, mais aussi d'autres modèles de coopération avec le Sénégal. Donc, Monsieur Diagne, je vais vous laisser vous présenter. On a eu une très grande représentation de votre ministère, car vraiment instrumental sur cette collaboration à l'international avec des partenaires privés, publics, locaux et internationaux. Vous présentez, et je sais que le ministère de l'économie et du plan a une feuille de route très très claire sur les grands projets à réaliser, et j'aimerais que vous en parlez un peu plus et pour qu'on puisse susciter l'intérêt de notre délégation de Grande-Bretagne. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Cheikh Diagne, je suis conseiller technique du ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Et c'est un honneur de vous avoir, d'être ici parmi vous. Donc, pour répondre à votre question plus spécifiquement, le ministère de l'économie est en charge de la coopération économique et financière de nos partenaires au développement, tels que la Grande-Bretagne. Une chose spécifiquement, c'est que nous avons un accord entre nos deux pays. C'est une coopération qui date de plus de 60 ans. Et pas plus longtemps que janvier, nous avons signé un protocole d'entente entre nos deux gouvernements, dirigé par His Excellency Andrew Mitchell, qui dirige FCDO, toute la coopération britannique, et qu'il a signé avec Madame le ministre en marge du sommet Nourrir l'Afrique. Et cette coopération vraiment chapeaute tous nos différents secteurs, beaucoup de secteurs que mes collègues, le secrétaire général et le directeur général adjoint ont mentionné. Je vais en mentionner quelques-uns.
Donc il y a le secteur des infrastructures, je pense que le SG l'a largement campé. C'est un secteur prioritaire. Et plus important, c'est un secteur qui est susceptible de faire des partenariats publics-privés. Aujourd'hui, nous avons fait la transformation structurelle de notre économie à travers le plan Sénégal émergent. Donc la première phase, sur la période 2014-2018, nous avons engendré un taux de croissance. Alors aujourd'hui, nous savons que pour les raisons de fiscalité liées à l'environnement macroéconomique global, le recours au financement public va être de plus en plus difficile. Parce que nous avons des taux d'endettement qui commencent à être élevés, toujours soutenables pour le Sénégal, de point de vue de notre stabilité économique qui a été rappelée cette semaine. Mais il faut faire face à d'autres mécanismes plus innovants pour pouvoir répondre aux besoins, parce que comme l'a dit également le SG, tout est prioritaire. Je peux citer l'eau, l'assainissement, l'infrastructure, l'agriculture, l'industrie, manufacturing, l'éducation nationale, primaire, secondaire, tertiaire, santé. On n'en finira pas, tout est prioritaire, tout est urgent et tout est à faire. Et c'est ça l'opportunité que présente aujourd'hui le Sénégal pour la coopération. Tout est à faire. On a parlé, le président de la République a bien mentionné hier que la Grande-Bretagne est un grand investisseur dans le secteur de l'énergie, non seulement côté énergie, gaz, pétrole, mais également énergie renouvelable. L'EKELA a investi plus de 300 millions de dollars dans une centrale éolienne à hauteur de 158 mégawatts, qui augmente notre capacité de 15%. Juste pour mentionner ça. Si on regarde le secteur également de l'agro-industrie, il y a une compagnie qui s'appelle West African Farm. Si aujourd'hui vous allez peut-être à Tesco à Londres, vous allez retrouver les oignons qui sont produits de la région de Saint-Louis dans un supermarché britannique. Donc pour développer mieux l'export du Sénégal, qui aujourd'hui est à peu près à 85 millions de livres sterling, c'est un enjeu important. Et également favoriser l'investissement durable. On reconnaît de la coopération britannique vraiment beaucoup d'investissements privés qui ont été faits et ça, c'est salué. Donc, on a pu, au côté ministère de l'économie, chapeauter ça en tant qu'un accord pour engendrer quels sont les secteurs. Donc, les secteurs sont bien définis. On a défini l'infrastructure, on a défini l'agriculture et l'agro-industrie pour faire de la transformation, pas juste de produire et de vendre, mais faire de la transformation locale. Parce que pour aller, comme on dit en anglais, move up the value chain. Parce qu'aujourd'hui, on exporte. Par exemple, si je prends la mangue, on exporte beaucoup de la mangue, mais on va importer de la confiture de mangue. Pourquoi ne pas développer des zones agro-industrielles, par exemple l'agropole sud, qui est aujourd'hui opérationnel? On le met en mode PPP avec des développeurs comme Arise pour nous permettre de transformer localement la mangue qui aujourd'hui, plus de 50% de la récolte est perdue pour des soucis de transport et des soucis de stockage. Donc il y a une énorme opportunité de vraiment faire cette transformation structurelle durable, comme l'a dit le SG, accompagner le développement du capital humain, qui est le second pilier du plan Sénégal émergent, et toujours contribuer à la paix et à la stabilité, qui a été un message fort que le président a rappelé, qui constitue également le troisième pilier du plan Sénégal émergent, qui est notre politique de développement à horizon 2035. Donc le ministère de l'économie dirige la coopération entre nos deux pays. Cette coopération se renforce chaque année. Nous avons eu une délégation qui a participé au premier sommet de UK francophone Africa qui s'est tenu à Londres l'année dernière, dirigé par le ministre en charge du plan Sénégal émergent, et j'ai eu l'honneur de représenter notre ministère à ça. Et c'est une édition qui va être encore reconduite. Ça va faciliter beaucoup plus le dialogue entre les structures privées et nous-mêmes. Donc au lieu qu'ils viennent comme ils le font aujourd'hui, nous aussi notre privé ira là-bas à Londres au mois d'octobre prochain, Inch'Allah. Comme ça, on a un partenariat gagnant-gagnant, fécond et pérenne dans la durée. Je vous remercie. Merci, c'était extrêmement clair. Donc, notez la date pour le forum d'octobre à Londres. Et je pense qu'un seul mot pour résumer ces trois grandes interventions. We are open for business. Donc, je vais profiter de cet instant pour ouvrir la parole à la salle pour une ou deux contributions à chaud, que ce soit pour un intervenant local ou venu tout droit de la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est le président du CIS, c'est vous? Je te laisse gérer. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me mets du côté.
salle. Excusez-moi juste, donc merci juste de nous dire votre nom, structure et à qui est dirigée la question ou si c'est une question générale à tous les panélistes. Merci. Cher Ami Tidiansi, directeur général de Takamul, qui est une société industrielle, agro-industrielle qui évolue dans la filière tomate industrielle. Ma question est dirigée à l'APIX, mais aussi, disons, à l'État sénégalais, globalement. Mais l'APIX principalement parce que c'est notre penchant, si je peux dire, notre interlocuteur en tant qu'investisseur au Sénégal. Nous avons une bonne collaboration, bien entendu, avec l'APIX, avec qui nous sommes liés par des programmes d'agrément au code des investissements. Mais en tant qu'entreprise, là, je voudrais faire un plaidoyer pour l'agriculture, dans lequel je viens de mettre un pied en tant qu'investisseur dans l'agrobusiness. Et nous sommes confrontés souvent à des questions d'infrastructure, parce que nous sommes une société qui intervenait dans l'industrie avec une remontée de la filière pour faire de la production agricole. Donc ceci nécessitera bien entendu des investissements en termes d'hydraulique, des investissements, disons, à la parcelle, donc liés à notre production directement pour l'exploitation. Mais nous sommes confrontés d'abord à l'aval, en amont du moins, aux investissements hydro-agricoles que nous sommes obligés de faire nous-mêmes pour pouvoir faire des investissements secondaires liés à notre, disons, à notre exploitation. C'est un problème pour nous en tant qu'investisseurs, mais le plus grand problème, c'est les contraintes fiscales que nous avons. Aujourd'hui, en tant qu'industrie, en tant qu'exploitant agricole, nous ne bénéficions pas aujourd'hui de la TVA, au cordon surtout, de l'exonération de la TVA au cordon. Ceci nous pose d'énormes problèmes. Un investisseur qui vient avec un business model ou bien un business plan avec X millions de dollars, se trouve qu'on lui dit par exemple qu'il est exonéré de TVA surtout. Il arrive, on lui dit qu'au cordon douanier par exemple, il doit avoir 18% de plus sur son investissement. Cela lui pose problème. Donc je pense qu'il va falloir réadapter notre système fiscal à l'investisseur étranger ou bien à l'investisseur même national pour pouvoir permettre à ces investisseurs d'être compétitifs par rapport à ce qui existait, parce que les entreprises qui existaient bénéficiaient de ces exonérations, mais les entreprises actuelles ne bénéficient plus de ces exonérations. Donc c'est un plaidoyer que je voudrais faire pour le secteur agricole dans lequel nous mettons un pied et qui peut nous valoir en tout cas de bonnes satisfactions. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et je pense que ça rejoint ce que le président a bien dit hier, les codes. Je pense que ça fait partie de tous ces travaux qu'il faut revoir en termes de politique publique. Lamine, je te donne la parole pour une petite réponse. Puisque c'est un plaidoyer, je pense qu'on est à Mississi, c'est l'un de nos best practices dans le secteur agriculture de la transformation. Et je pense que c'est une question d'interpellation qu'on a, et normalement, le travail en cours avec le Code des investissements permettra d'éclaircir ça. Parce que sur le principe, l'entrée, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, équipement hydro-agricole, sur le principe est exonéré. Maintenant, il y a la modalité de l'exécution qui pose problème, mais que nous devrons ensemble, en termes de texte d'application, éclaircir. Est-ce que c'est parce que dans l'interprétation fiscale, c'est ce qu'ils appellent, c'est du droit commun incitatif, c'est-à-dire que vous devez déduire ça de votre comptabilité, si je comprends, au moment de déposer, alors que dans la traduction de l'investisseur, ça doit être à la porte. C'est-à-dire que c'est avant que ça entre, ça fait à peu près, pour que ça s'explique, ça fait entre 18 et 20% de moins en trésorerie sur le coût d'investissement. Et on avait fait une étude avec USAID qui montre quand l'État renonce à 20%, c'est comme ça qu'on a fait nos rattrapages dans la vallée. On a vu que les investissements sont répartis de plus de 40%. Donc je pense qu'on a utilisé ces évidences, on a fait l'évaluation. Dans le processus en cours en perspective avec l'arbitrage des autorités, et je pense hier le président lui-même en a parlé parce qu'il y a une question d'école sur ça, mais je pense que l'école est en train d'aller vers l'école de la production. C'est une incitation, c'est une subvention d'investissement, ce n'est pas un renoncement fiscal. Mais je pense que nous pouvons ensemble y arriver. C'est un plaidoyer qu'on aura avec les associations professionnelles sur
cette évolution. Le secteur agricole est presque défiscalisé au Sénégal. Il reste que cette modalité opératoire qu'on doit affiner et s'accorder. Est-ce que c'est après le cordon ou c'est dans la déduction fiscale? Merci à tous. S'il vous plaît, des applaudissements pour cet excellent panel. Nous allons passer à la seconde partie et juste avant, une petite intervention de Monsieur Atepa Goudiaby. Bien, merci beaucoup. Je salue particulièrement la présence de Madame l'ambassadeur. Je suis le président du Club des investisseurs, mais je ne parle pas en leur nom parce que ce que je veux dire n'a pas été discuté en conseil d'administration. Mais ceux qui me connaissent savent que depuis des années, je plaide pour que l'anglais soit la deuxième langue de travail du Sénégal. Pourquoi? Il y a d'abord que nous entrons dans l'ère du pétrole et du gaz, et je pense qu'il faut être sérieux. Quand on entre dans l'ère du pétrole et du gaz, on ne peut pas ne parler que français. Donc il faut que nous préparions la nouvelle génération ou les futures générations à ce qui va se passer avec eux. Vous ne pourrez pas vous en sortir si vous ne parlez que français. Donc moi, je demande deux choses. Je plaide, puisque Madame l'ambassadeur est là. Un, qu'on voit qu'est-ce qu'il faut faire pour instaurer l'anglais comme langue de travail à côté du français. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont deux femmes ici, ils savent comment ça se règle. La deuxième, j'ai fait, toujours dans le même esprit, une intervention dans un journal où je demandais que le Sénégal intègre le Commonwealth. Je pense que c'est des questions très sérieuses qui vont nous permettre effectivement de faire du Sénégal une porte d'entrée pour toute l'Afrique. D'autant plus que vous savez que la ZLECA arrive, et croyez-moi, si vous ne parlez que français, vous ne pourrez pas vous en sortir. Voilà deux plaidoyers que je souhaite faire, parce que c'est à la base de toutes les coopérations que nous allons avoir. Il se trouve que par bonheur, les Sénégalais sont très ouverts aux langues. Donc pourquoi ne pas l'instaurer? Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Et Monsieur Goudiaby, on va vous prendre au mot. J'invite tout le monde à mettre ses casques de traduction parce que la suite se passe en anglais. Et je parle sous le contrôle de notre ambassadrice, Juliette John. Le British Council est là aussi pour vous appuyer pour les cours d'anglais. Donc n'hésitez pas à aller prendre des renseignements. Des applaudissements pour tout le panel. Merci messieurs, c'était excellent. J'appelle sur le stage Sam and Adam. So Adam will introduce the next part of this session and Sam will beautifully moderate that one. And please, all of the speakers for the next session, get ready. Please join me on the stage. Donc vous pouvez mettre tous vos casques de traduction et on va montrer à Monsieur Goudiaby qu'on travaille aussi en anglais. Superbly well done. Thank you so much to Loé. Could I ask Sam to come up with the panel? What sort of time do we have? Could I ask the next panel to come up onto the stage? Steve, thank you. Jeremy, please. Mariam. And the wonderful Sam. We're running a little bit behind time. We're going to go straight into the substance of the program. I understand we're on a tight schedule as well with His Majesty's Trade Commissioner. So if I may, I'll pass straight over to Sam and look forward to a really interesting panel discussion on the UK offer. Thank you. Bonjour. Je m'appelle Sam and bienvenue au panel sector privé du UK. I
will be chairing the panel in English. However, my esteemed panelists will be speaking in both languages. So I apologize for my questions in English in advance, but you'll be pleased to know my CEO is sending me to French school when I get back home to London. So I'm going to kick straight off because I'm aware of time, and I would like to start, Mariam, with, in your own words, for the British audience and interested private sector in the room, why Senegal? To answer that question, a short video will play, and then Mariam will contribute after. Bonjour tout le monde. Alors moi, mon nom est Mariam Nyan Camara. Je suis directeur général de la compagnie Accendo, qui est un groupe anglais, et je m'occupe de l'Afrique. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Goudiaby. Donc, l'anglais est une langue très importante pour le business, mais j'avais prévu de faire mon intervention en français pour accommoder tout le monde. Alors, on va commencer par une vidéo en fait du groupe Accendo qui propose qu'on offre. Mon nom est Mariam Nyan Camara. Je suis le Managing Director pour l'Afrique, pour le groupe Accendo. Accendo et l'Afrique, c'est une histoire qui commence en janvier 2016 avec la création du Africa Hub au Sénégal. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous sommes une compagnie de négoce, donc de négoce de matières premières d'abord, mais aussi une compagnie d'achat et d'approvisionnement de biens d'équipement à travers toute l'Afrique et dans tous les secteurs confondus. Mais je pense que la beauté des solutions qu'on offre, c'est la partie financement et crédit, où nous offrons en fait des solutions de crédit diversifiées selon en fait les besoins des clients, et nous adoptons ces besoins à nos solutions. Alors, ce projet en Mauritanie est une fierté pour nous à Accendo, mais montre également un excellent partenariat avec les EPC contracteurs. Ici, on parle du groupe Genomed Biotech, où eux, ils sont venus avec leurs solutions au niveau de l'ingénierie et de la construction. Nous, on est venus avec notre solution au niveau de l'approvisionnement et de financement, et on a offert au gouvernement de Mauritanie une solution clé en main pour résoudre leurs problèmes de laboratoire. Et donc ça, on peut le répliquer à travers les autres gouvernements en Afrique, que ce soit dans les secteurs de la santé, comme cet exemple de laboratoire, ça peut être des rénovations d'hôpitaux, ça peut être également des équipements en fait de dernière technologie, ça peut être dans les secteurs de l'informatique, dans les secteurs des mines, ça peut être dans les secteurs de l'éducation, où on offre des solutions combinées avec des maîtres d'ouvrage pour rénover les écoles, pour construire des écoles. Dans tous les secteurs d'activité, Accendo est à même de se positionner en partenariat avec des EPC contracteurs pour offrir une solution complète, que ce soit au gouvernement ou aux entreprises d'État. Alors, la question de Sam, c'était pourquoi le Sénégal? Nous pensons que le Sénégal est en fait sur le point de devenir l'une des plus grandes réussites de l'Afrique de l'Ouest. Alors que le pays est sur la voie de l'émergence, nous le voyons tous,
On a une croissance continue, en fait, une nouvelle ère. On a des investissements encore plus importants dans la zone des hydrocarbures. Donc, nous voyons également un appétit pour nous et des opportunités grandissantes d'offrir nos solutions de crédit, nos solutions de liquidité, mais également d'approvisionnement, que ce soit pour des matières premières, pour des biens d'équipement, que ce soit dans tous les secteurs d'activité confondus, mais également des solutions clés en main de IPC plus F, donc sur la partie financement, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Merci, Mariam. Diallo? Merci beaucoup, Sam. Bon. So I'm the commercial director of the embassy. DBT is the Department for Business and Trade. So we are helping UK companies invest in Senegal, connect them to the government here, and also assist with intel companies that are present on the ground. So we want to attract more UK investment. And if you are an investor, you want to connect with the department and connect with the BIP offer that the ambassador mentioned, you can reach out to us and mainly the team at the embassy, the prosperity team. I have my colleagues that are here, so we'll probably talk more about what the BIP is and then the DBT support to UK companies. And thank you. So Sam, I have a problem with the question. Why Senegal? It should be why not Senegal? And I say that because, yes, for all the reasons we've heard from the other two panelists, it's a vibrant country. The private sector here is so important and is not necessarily driven by the government spending. So there is diversity here. But not only that, it's a gateway to the francophone markets. You know, there's a harmonization of the currency across so many markets, and Senegal can be a gateway to that. There's harmonization on the legislation. So why not come to Senegal as your entry to the francophone markets in West Africa? Thank you. So I'm Jérémy Gaspard and I'm representing the company Intertech. So why Senegal? So basically we were present in most of West Africa and also in North Africa. And we provide a set of inspection, testing and certification services, really matching the demand and the needs of the Senegalese market, especially around quality, safety and sustainability. So it was really normal for us to develop into this market, and with a global network of experts that we have all around the world, we can really help Senegalese company export their product through regulatory service and advisory. Thanks, Sam. Great. Thanks, Jeremy. Thanks all. So yeah, and then to move on to the next question in that case, to develop that, how do you feel about the investment climate in Senegal with respect to ease of doing business and also access to decision makers, access to capital for British businesses that may not looked at this country or been active in this country until now? So how accessible is the investment climate to those looking? Thank you very much, Sam. I think Senegal is open for business, and if you look at the work that APIC is doing on the ground and let's say swiftness to open a business in Senegal, to meet ministers. I think even getting a meeting with ministers and agencies is quite simple in Senegal. You just need to reach out. People are available. You've heard the president yesterday talking about easing doing business in country. We've been working quite closely with government on all those projects that were announced. If you look at this conference and the attendance, you can easily see how the business environment is improving and is also going to be better in future. I think Senegal is really
a land of opportunities. We have everything in place, and with gas on stream this year or next, I'm pretty sure we'll do amazing things in Senegal. So I would welcome and ask all companies to come and look for opportunities in Senegal, because they're here. Yes, so I mean, on a produit ce rapport, donc je pense que Wendy a dû le distribuer à certaines personnes dans la salle. Donc ce rapport est le 4e que nous produisons après la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Kenya, en partenariat avec Pangaea Risk, qui est en fait un service de renseignement spécialisé. Donc tout simplement pour réaffirmer notre engagement envers la région et en particulier envers le Sénégal. Alors, si vous allez à la page 4 du rapport, qui est assez explicite, donc ça décrit le Sénégal comme un pays déjà très dynamique, et donc d'où notre intérêt particulier. Il donne un aperçu des perspectives de risque pays, de l'appétit du Sénégal pour le développement et ses secteurs d'activité, mais également pour sa croissance économique. Donc, nous pensons que le profil budgétaire du Sénégal pourrait radicalement changer à partir de la fin de 2023, lorsque le secteur des hydrocarbures prendra son envol. On voit qu'on a pas mal de projets majeurs et on voit que certains projets sont plutôt en termes d'achèvement. Donc, par conséquent, le pays deviendra l'un des principaux pays en Afrique bénéficiaires des investissements directs étrangers. Alors, le rapport fournit un système de notation, donc montrant de bons scores avec des risques qui sont relativement faibles à modérés. Donc sur l'instabilité politique, on a différents types de risques. Donc on a l'instabilité politique, la fiscalité, la dette souveraine, le fardeau réglementaire, qui sont tous pour nous de bons indicateurs de la facilité de faire du business dans un pays, donc ici le Sénégal. Nous pensons également que la stabilité politique, la sécurité des contrats, qui ont tous des scores très bons, donc à très faibles. Donc nous pensons en fait que ces indicateurs, y compris la clarté de l'environnement réglementaire, seront assurés ici au Sénégal. Et donc d'après l'expérience que nous avons sur le marché, et c'est vrai qu'avoir accès à ce qu'on appelle un peu les key decision makers peut être difficile sur ce marché. So as I mentioned before, you know, we have been supporting Senegal for around 20 years, mostly from Ivory Coast and Morocco, and we decided to set up our own entity in 2020. So I just wanted to come back on the process to summarize that it was really smooth for us to set up our local branch in Senegal. You know, we had support from the local authorities, but also from international and local clients who really helped us, you know, to set up business here and we see some good ramp up of activity at the moment. You know, over the past 2-3 years, we have been growing significantly in sectors like oil and gas, agricultural commodities, but we're also looking at mining, you know, for all of set of inspection, testing, and certification services. And we also managed to recruit qualified staff, local staff, you know, in Senegal, and we have access to really qualified people that match what we need. So it's a very strong sign for us that Senegal is a very good country to do business and grow activity for international companies. So we are really, you know, committed to this continuous development, and we are fully embracing the new policies that have been discussed yesterday by Mr. President Macky Sall. So yeah, really good country to develop activities and to develop business for British companies. Great, Jeremy. Thank you. Thanks so much. Steve, you've worked with both Intertek and closely with Accendo as well. UK Export Finance has been making great strides in Senegal and in the region. Could you tell us and the audience a bit more about the last 12 months of activity and also as the HMG offer, including VIP, that was referenced in Juliet's opening? Thank you, Sam. I'll go back a bit further than 12 months. 6 years ago, UK Export Finance did £30,000 in Francophone West Africa. 6 years ago, UK Export Finance did £30,000 in Francophone West Africa. 6 years ago, UK Export Finance did £30,000 in Francophone West Africa. 6 years ago, UK Export Finance did £30,000 in Francophone West Africa. 6 years ago, UK Export Finance did £30,000 in Francophone West Africa. 6 years ago, UK Export Finance did £30,000 in Francophone West Africa. 6 years ago, UK Export Finance did £30,000 in Francophone West Africa. 6 years ago, UK Export Finance did £30,000 in Francophone West Africa. 6 years ago, UK Export Finance did £30,000 in Francophone West Africa. 6 years ago, UK Export Finance did £30,000 in Francophone West Africa. 6 years ago, UK Export Finance did £30,000 in Francophone West Africa. 6 years
over the last 5 years, we've done £1 billion. And so what you heard yesterday from the President, Macky Sall, His Excellency, saying that we're open for business, we're looking to diversify our trade partnerships. We've heard you, we're responding to that. But it's not just here in Senegal, it's beyond in the Francophone markets. And our ambition is to do much more than we've done in the last 5 years, as evidenced by this trade mission and the ongoing dialogues that we have as ourselves, bilateral official discussions, but also in the business-to-business discussions that are ongoing. And our role as UK Export Finance is to ensure that no viable exports have no net cost to the taxpayer. I think it's important to understand that that narrative of delivering prosperity is bilateral prosperity. It's prosperity for you and it's prosperity for the UK as well. And we can support Senegalese buyers of capital goods or services from the UK by offering guarantees to banks who can then lend to you at much cheaper rates. And for the UK exporters, we can provide instruments that help you access working capital, that can access insurance products to give you surety of payment from your overseas clients where you offer them credit terms. So we have a number of solutions available to everybody in this room, and happy to be approached during the course of today and discuss how we may be able to support you on that journey. Great, thanks Steve, thanks so much. And I suppose the same question, you Jello, as the Commercial Country Director here and the British Department of Business and Trade here in Senegal. I understand you also have colleagues in the room that may be able to assist you in how you, over the last 12 months, going back and looking forward, assist British looking at Dakar and Senegal to invest. Sure, thank you very much, Sam. I think I will probably do a bit like Steve and talk about our first probably meeting a couple of years ago with government when people didn't know that much about the UK offer in Senegal. And I think we've been working to put UK in the map because the UK was investing already in Senegal. People didn't know about it or couldn't link our main agencies and the offer to the actual projects that were happening in town. Now I think this investment firm shows that situation has evolved. And now we are, let's say, present in Senegal. UK Export Finance is here, but it's not the only, I would say, agency or UK company that's present on the ground. You can see the strong delegation that came here. And then we have also our BIP partners, like BII, which is the investment bank of the UK, and then also Manufacturing Africa program with my colleague Claire that is here, that also helps Senegalese companies manufacture and export to the UK. So that means that the UK is open to doing more with Senegal. If you look at the progression of, let's say, UK Export Finance exposure in Francophone Africa shows that the UK is here, is a strong partner of Francophone Africa, and the conference that we are organizing in London as well is quite telling of that story, because we have ministers flying to the UK and also the private sector from Francophone Africa to talk business and sign deals, which is what we want to hear. The President mentioned yesterday, it's not about aid, it's more about investment, and that's how a country can actually develop. The private sector in Senegal is quite strong, and we are hoping that in future we'll have more private sector investment, led investment in country. Thank you. Brilliant. Just to carry on from that, Jalal, if you could distill one key point that you would say to the British investor, you know, one. Hello? Yes? Advice. One key piece of advice to our audience, what would it be? I don't think that I can actually advise UK companies, because they're quite good at coming into Senegal. They probably already know how to navigate. But I would say reach out to the embassy. The team is here, is supportive, and sometimes we can facilitate with government a lot of things. So I would say reach out to us, reach out to the ambassador. She's quite open and also spends a lot of her time doing business
rather than being an ambassador. So yeah, reach out to us. Brilliant. And Steve? So I guess my one simple piece of advice is to invest into relationships. Transactions come from relationships, not the other way around in Africa. And by building local partnerships, you will have local partners that can help you manage local risks. So that would be my single piece of advice. And Jeremy, one piece of advice for investing in Senegal. So yeah, just a simple piece of advice, and it's valid for all West Africa. It's really to spend quality time understanding the market and mapping the key stakeholder for the market that you are really targeting. It's really important to evaluate the way you want to set up your presence in the country. The right type of entity setup is really important, and really understand the rules around compliance, tax, and also employee engagements around Senegal is really important as well for us, and it was a key factor of success for us to spend quality time around preparing everything and understanding the way you set up in the country. Over to you, Sam. Perfect. Maria? Well, as a company, yes, we do have ambitions in Senegal. We look at the market, from both terms. The first one would be short-term, and the second one, medium-term basis. We have different stakeholders in the market. We work in the public and private sector. When we look at actually the public sector, it's going to be more on, project where we look at EPC plus F solutions, where we would look at, specific project. We are a maturing company, so we would look at sizes around up to 50 million euro, and whatever sectors it is, as and when we can bring in solution, whether it is a local EPC or a UK EPC or another foreign EPC, we can come in, actually meet the UK contact and actually do the financing. And yes, we do work, closely with UK Export Finance for the ECA financing part on that. Then we would look at also, short-term project where we involve banks. We work very closely with banks because we offer them liquidity for them actually to be able actually to also fund their clients. We would work with corporates directly, whether it is in the private or public sector. And because we are agnostic to sectors, we look a lot, yes, at agriculture sector, the health sector. We also look at actually sectors such as education, because these are projects where we can find small size project. Then yes, we would be willing actually to look at Senegal as a whole and a great country of destination of investment as a UK company. Great, thanks, Mariam. And my last question to this panel, because I am mindful that we are keeping you from lunch. And actually, Mariam, I'll come back to you on this first. How we've heard from the previous panel, and obviously, of course, a lot of the sessions yesterday about Senegal's growth areas and what are going to be the growth sectors for you in the next 12 months, and maybe align on how you anticipate your products and services tapping into that. Alors d'abord, pour nous, la base d'exportation du Sénégal, elle va radicalement changer par rapport à la découverte d'hydrocarbures. Donc, en ce moment, aujourd'hui, les principales exportations qu'on a, c'est quoi? Et encore, tout ceci est dit dans le rapport et bien expliqué. Ce sont les produits pétroliers raffinés, les phosphates et l'acide phosphorique, l'or, les arachides et le poisson congelé. Donc à partir de 2024, ces exportations seront dominées par la production de pétrole brut et de gaz, et donc des recettes d'exportation beaucoup plus importantes. On a entendu le président Macky Sall le mentionner hier lors du panel présidentiel pour dire qu'en fait, que ces recettes d'exportation vont également servir pour le développement de d'autres secteurs d'activité comme la santé, comme l'éducation, comme la formation professionnelle, mais également l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire. Excusez-moi. Et donc, on voit ce modèle d'exportation vraiment changer. On va se dire, ces recettes d'exportation vont nous servir également à accompagner dans le développement des infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, pour nous, on parle bien sûr de biens d'équipement, que ce soit les matières premières et que ce soit aussi des secteurs d'activité du pétrole. Les biens d'équipement, on va plutôt les... ce que je voulais dire. Excusez-moi, j'ai perdu.
parlais de biens d'équipement plutôt dans le secteur en fait, du pétrole et du gaz. Et donc, pour nous, c'est se positionner sur des projets à moyen terme, à peu près de 2-3 ans, et pouvoir avancer dans ce sens. Excusez-moi, je fais cette partie. Diallo? Je vais terminer en français, juste pour lancer un message, je dirais. Hier, le président a fait un discours assez important en mentionnant que le Sénégal était une terre d'investissement et qu'il allait également tout faire pour que en fait, toutes les réformes soient faites pour attirer l'investissement au Sénégal. Et je pense que le Sénégal est un bastion de stabilité. Il a prouvé encore une fois dans cette semaine historique qu'on allait le rester. Et je pense que pour tous les investisseurs qui sont présents dans la salle, c'est un message fort qui est lancé, que les institutions du pays sont fortes, qu'aujourd'hui le Sénégal veut attirer l'investissement étranger et aussi veut être focus sur l'investissement plutôt que l'aide. Donc c'est le message que je lance. Venez au Sénégal, c'est un pays ouvert, les gens sont accueillants, chaleureux. Et cela n'a jamais changé. Je pense que le Sénégal a toujours eu cette image en Afrique et dans le monde et le restera. Great. And Steve, I'm sure you will say, I see the Senegalese market growing in every sector, but would you like to just drill down on what you see the key areas of growth are over the next 12 months, maybe to 5 years? This conference has articulated far more than I could say in terms of the opportunities. They are broad, they're diverse, and they're there for the investors with the appetite to do the investments. Taking up the point on the language, I think there is education services that the UK can offer to Senegal and other Francophone countries. English is an international language of business, but equally, we have to educate our British businesses to understand and speak French better. But this is a land of opportunity, and we are restricted by our imagination, not by the opportunities. Well put, well put. And Jeremy, for you, with Intertech here in Senegal, Senegal's great. So, as you mentioned before, oil and gas is a key area for development and growth for us. But we see other areas like agri-food and also cotton and textile as growing area for us in Senegal. We plan some further investment in the upcoming months and year around this field. And one field that I wanted to mention is around sustainability and traceability of supply chain. We have a lot of demand from global institutions, but also banks and also global clients to evaluate their supply chain, and especially around sustainability and compliance to international regulation. And this is something that is really defining new trends for us in West Africa and overall in Senegal. So these are the key areas that we see further growth at the moment, not to mention all the PP projects that have been mentioned by the different officials earlier today, where we see that we can play a key role around quality, safety and sustainability. Thank you, Jeremy. Thank you so much. And before we invite His Majesty's Trade Commissioner, John Humphrey, to the stage to close the UK session, I would just like to thank Jeremy, Steve, Diallo and Mariam, and say that unfortunately we do not have any time to take questions from the audience, but what I highly encourage you to do is to come and speak to our panelists. Please, we have a UK delegation that has flown in that's 30 strong, and we really would like to see B2B and B2G engagement. So you're all here, you're all in the room, and it would be great for you to all carry on the discussions that have only just been started here on these panels. So thank you very much. And I will just hand over to Diallo for one closing statement before I'll invite John Humphrey to the stage. So I just wanted to say that the Ministry of Infrastructure and Transport is available to do meetings with the UK delegation, so B2B meetings and brush-by meetings. So it will be here at the venue. Yes.
So, okay. And thank you very much, everybody. John, it's my pleasure to invite you to close the UK session. Thank you very much, Sam. And Mr. Secretary General, Directors General, Madam Ambassador, distinguished guests, thank you so much for joining us all here today at this UK side event in the Invest in Senegal Forum. As we conclude the session, I'd like to express my deep appreciation for all of your contribution, and actually to everybody for being here and actually making this event a success. And I think really, I suppose, really creating some strong relationships between the UK and Senegal and giving us a platform for the future. The panelists said that it's all about relationships, and I think that's absolutely true. People do business with people, and they invest in businesses that they understand and they trust the people. And those relationships are absolutely critical to doing business together. And I think what we've done here over the course of the last few days is really testament to the strong partnership that we're building between us. And together, I think we've explored a lot of opportunities. We've forged connections between us, and I think we've really laid the foundation for further growth into the future and collaboration. And the outcomes of this summit, I think, will undoubtedly serve as a catalyst for sustainable growth and prosperity, and that's really sustainable and mutual. And the ambassador referred to it, that the UK is wants to be seen as a reliable partner, a partner that really cares about the environment, about the communities that we operate in. I think British companies, in my experience, are great companies that work in a very sort of collaborative way and are very attendant to the communities that they operate in. And I think that's something that really marks out, I think, British investors and British companies. So sort of looking ahead, I wanted to pick up really on two events that are coming up, which I think are sort of further milestones in the journey together between us to build our business relationships. And the first one that I'd like you to mark in your calendars is the one that's been referenced already, which is the second UK Francophone event conference that's going to be held in October, on the 18th of October in London. I have to say, last year, and a testament to DMA and to Steve, it was incredibly well attended. I think so much more so than we actually expected, and I think we're getting a bigger venue for this year because last year was really so busy, and we had such great attendance from governments across the Francophonie in Africa. And so I'd really encourage you to come to that, and I think everybody who was there will testify to what a great event it was. And the second event that I'd really like to highlight and to ask everybody to put in their calendar is April 2024, when the UK African Investment Summit will be taking place. That's a prime ministerial hosted event, really, and will attract senior heads of state from across Africa. And again, I think provide a great platform for us to really further forge relationships between us, and I think really open up the UK capital markets, which is actually remains, one of the biggest capital markets in the world, and the UK is one of the biggest investors in Africa. I think these two major events will help shape the trajectory of our collaborative efforts. They'll serve as further platforms for us to grow our relationships together. And I hope really reinforce the impression, the feeling that the UK is a steadfast partner, somebody that you can work with, somebody that's reliable, and somebody that really wants to be here for the long term. As we conclude this session, and as we carry forward the momentum here, I think I also want to express some personal feelings as well. It's been my first trip to Francophone West Africa and my very first trip to Senegal, and I have to say it's made a tremendous impression. I think the warmth of the people, the feeling that I've got from the country. Actually, also I think, look at the facilities that we're in, the roads that we drove on, the train line that's running. There's clearly
real progress being made here and a real ability to deliver significant projects that are very high quality. And I think we would like very much to be a part of that going into the future, and hope you see us as that partner as well. So thank you very much for your participation. Thanks very much to APIX and DMA and for everybody for making this such a great event. Chakanam, probably terribly pronounced, but anyway, I hope you get my feeling, and I look forward to working with you to build the relationship together. Thank you very much, everybody. Thank you. Merci beaucoup, John. Thank you, everybody. Merci beaucoup. Bon appétit. Oh, one moment. We have one short additional announcement. Just 1 second. I know that I shouldn't speak after the closing remarks, but I made a suggestion as a personal suggestion. Now I want to speak for my own organization, which is the Investors Club of Senegal. I just want to welcome all of you in working with the local private sector, as we have more than $9 billion US worth of projects, including refineries, including mining, including transformation of our local resources. So I would like, Madam Ambassador, for you maybe to come and join our organization or speak to our organization so that we know what is it that we can do together. We've started with BP, which is ready to make a feasibility study for a big project we have for aquaculture on sea, deep sea aquaculture. So all these things, we want to welcome the private sector of the UK to come and join us so that we can work together. We also know that G7 has put together $600 billion worth of line of credit. We would like to discuss that with you, if possible, before you leave. If not, when you come back or when we come to Great Britain. Thank you.
Après, c'est